lecture pour Adventure Books Challenge qui avait lieu du 1er juin au 31 août 2024. C'était un petit challenge sans prise de tête organisé par Steph de Pictet Bookin. Je vous remettrai sa vidéo explicative en barre d'infos. De mémoire, Steph avait fait ce petit challenge à la base pour elle, ou peut-être qu'elle l'avait fait pour elle en 2023. Et en discutant avec sa communauté, il lui avait dit mais ce serait bien que tu fasses un petit challenge pour l'été. C'est vrai, en été, il y a moins de challenges, je remarque. On a le pack et le Cold Winter Challenge pour l'automne et l'hiver. On a des gros challenges comme le challenge romanticide de Nina, fin d'hiver, début de printemps, fin de printemps, début d'été, on a le Flower Books Challenge aussi qui me vient en tête. Mais au niveau de l'été, les challenges sont un peu moins présents. Et son concept m'avait bien plu, tout simplement. Il se constituait de 3 menus, à chaque fois avec 3 sous-catégories, donc 9 catégories différentes sur 3 mois. C'était tout à fait faisable. Bon, spoiler alerte, il y en a des que j'ai pas réussi à lire jusqu'au 31 août. Je les ai lus au mois de septembre. Du coup, ils ne sont pas dans cette vidéo. C'est un challenge échoué. Et il y a un livre que je vous présenterai plutôt dans le challenge été glacé de Nina. Donc pour cette vidéo, vous en aurez déjà 6. J'aime bien tourner entre 5 et 6 avis par vidéo. Le premier menu s'appelait Tortue de mer et crème solaire avec en sous-catégorie les pieds dans l'eau, plage, soleil, chaleur en mots-clés. Et là j'avais mis Eric, prince des mers de Lindsay Miller chez Hachette Rose dans la collection des princes. Voilà, on est un petit peu dans... Bon, on est chez Hachette Rose avec les romans comme Les Vilains ou celle des Twist and Tales. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, Les Princesses Conceal, des choses comme ça. Là, ce principe, c'est qu'on va suivre l'histoire du point de vue du personnage masculin. Et ce premier tome, c'était sur Eric. Eric qui est en fait un jeune prince maudit. C'est ce que sa mère lui a expliqué. Il vient d'avoir 18 ans, à l'aube de ses 18 ans. Et en fait, il n'a jamais embrassé qui que ce soit. Sur la bouche, hein, bien sûr. Parce que la maman d'Eric lui raconte qu'il a une malédiction. Une sorcière l'a maudite quand il était tout bébé. S'il embrasse la mauvaise personne lors de son premier baiser, ben, je crois qu'il en mourra. Voilà, c'est ça. Il mourra si c'est pas son grand amour lorsqu'il donnera son premier baiser. On se doute que du coup, ce sera Ariel. Et là, on nous parle au fait que quelques semaines avant son couronnement, le jeune prince doit faire face à l'inquiétante menace d'une contrée voisine, n'attendant qu'à envahir ses terres et à la sinistre rumeur d'une nuée de pirates fantômes hantant les océans. Le peuple de Velona, en plus là on a un nom pour le royaume, terrifié, réclame un mariage pour assurer une stabilité politique. Eric n'a qu'une seule solution, partir à la recherche de la terrible sorcière qui l'a maudit. Mais sa rencontre avec une mystérieuse jeune femme à la chevelure flamboyante change la donne. Eric pourrait bien découvrir que la magie n'a pas prise lorsqu'il est question d'amour. Je lui ai mis 18 sur 20. J'ai passé un très bon moment de lecture. Déjà, il faut savoir une chose, Eric, c'est mon prince favori. Voilà. Et je trouve, alors c'est pas le pire des princes dans les Disney, il a quand même quelques phrases, il y a quand même des jolies scènes avec lui, un petit peu de sensibilité, un petit peu d'intérêt. Vous prenez par exemple Henri dans Cendrillon, il a 2 ou 3 scènes, je crois qu'il doit dire 2 ou 3 phrases, voilà. On voyait déjà une différence à cette époque-là, les princes commençaient à avoir un peu plus d'intérêt. Tout comme dans La Belle et la Bête, il a aussi beaucoup plus d'intérêt. Mais les premiers princes Disney, même dans La Belle au Bois dormant, même s'il a une plus grosse part que Henri dans Cendrillon, oh, c'est pareil, hein, le prince de Blanche-Neige, je ne sais même pas s'il lui dit 3 phrases, ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Donc là, on me présente un roman sur Eric, qui commence avant sa rencontre avec Ariel, qui nous parle de sa jeunesse, ça pouvait que me plaire. Maintenant, ça n'a pas été non plus un coup de cœur, parce que bah déjà, on nous dit que sa mère est vivante. Or, dans le dessin animé, parce que c'est censé être canon quand même avec les dessins animés, et globalement ça l'est. Mais on voit bien dans le dessin animé qu'il n'a plus sa mère. Après, oui, on peut éventuellement se dire qu'ils ne l'ont pas mis en avant, qu'ils ont mis Gatsby en avant. Je ne sais même pas s'il apparaît dans celui-là, Gatsby, peut-être bien.
Tout comme de mémoire, il a deux meilleurs amis qui apparaissent dans celui-là. Il me semble vraiment qu'il y avait deux meilleurs amis. Et je crois qu'il aimait bien se battre. J'espère que je ne confonds pas avec le prince Eric de Murmure de l'Océan. C'est ça le truc, parce qu'il y a aussi dans Murmure de l'Océan de Philippe Duchemin où il est très développé, Eric, et du coup, je ne sais plus si je confonds un des deux. Mais oui, du coup, là, la maman est vivante. Dans le dessin animé, on la voit pas vraiment. Ça reste cohérent, mais par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas de timeline dans le dessin animé. On ne sait pas finalement si Ariel reste 3-4 jours ou si elle reste un grand moment. Parce que par exemple, dans ce roman, on nous dit qu'Eric va partir à la recherche de la mystérieuse sorcière. On se doute que c'est la sorcière des mers, bien entendu. Mais en fait, parfois, à un moment donné, il va partir avec Ariel aussi. Avec Ariel qui ne peut pas parler à ce moment-là. Hein. Il part avec ses deux meilleurs amis aussi, comme je vous dis. Il me semble qu'il y en a deux meilleurs amis là-dedans. Ils vont partir sur la mer à la recherche, tout ça, de cette sorcière. Donc ça, vis-à-vis de la timeline dans le dessin animé, bah ça prend du temps. Ça se fait pas en une journée, ça se fait en plusieurs journées et tout. Les sentiments d'Eric pour Ariel se développent, ça oui. Mais je ne me rappelle plus pour ce qu'il en est de la sorcière des mers. Il me semble qu'il y a plus de scènes avec Vanessa, donc la sorcière des mers et tout ça. Ça, c'était assez raccord aussi vis-à-vis au dessin animé. Moi, j'ai passé un bon moment, mais voilà, il n'était pas parfaitement canon, mais il le reste quand même. C'est des petites subtilités, on va dire. J'ai bien aimé le voir plus, en apprendre beaucoup plus sur lui. Son développement était très intéressant, ça je m'en souviens. Ça me faisait forcément plaisir comme je l'adore. Et du coup, j'ai bien aimé sa relation avec Ariel, l'avoir plus se développer, parce que c'est vrai que dans le dessin animé, finalement, on a vraiment l'impression que ça se fait en 2 ou 3 jours, et puis que il est amoureux, hein. Clairement, après la scène de la barque, il est amoureux. Seulement, Vanessa débarque cette nuit-là et l'envoûte. Donc, j'ai bien aimé qu'il soit maudit aussi. Au final, tous les deux l'ont été. Oui, c'est une malédiction quand même pour Ariel. Si elle n'a pas son prince qui lui dévoile ses sentiments, au bout de tant de jours, au bout de tant de nuits, elle sera condamnée à devenir cette petite créature. Non, moi je l'ai bien aimé. Après, c'est du jeunesse, hein, forcément, c'est du Hachette Heroes. Ça peut se lire dès l'enfance, franchement. Je pense qu'une petite fille ou un petit garçon qui aime bien les sirènes, la petite sirène, peut à partir de 10 ans largement le lire. Il n'y a pas de scène, quoi que ce soit gênante. En plus, bah, c'est sur la mer, donc en général, les garçons aiment bien quand c'est sur la mer. Parce que c'est vraiment bien présent, l'élément de la mer aussi dedans. Les chapitres de mémoire n'étaient pas trop longs non plus, je vais regarder. Voilà, par exemple, celui-là, 218 à 235. Oui, ça fait à peu près 15 pages, mais franchement, il y a une bonne marge hein, chez Hachette Heroes. Et c'est écrit quand même assez gros, donc ça s'est lu vraiment tout seul, en 2 soirs, je crois que je l'avais lu. Je l'ai relativement dévoré. Si vous avez envie de continuer, de prolonger la petite sirène, dans quelque chose qui est assez bon et assez cohérent globalement, si on ne regarde pas certains petits détails, et puis que vous aimez bien Eric en plus, vous allez être satisfait avec Eric, Prince des mers dans la collection des princes chez Hachette Heroes de Lindsay Miller. Donc ça c'était pour tous les mots clés, hein, plage, soleil, chaleur. Et pour le menu, la sous-catégorie, les pieds dans l'eau. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, on avait buffet à volonté avec tout ce qui te plaît. Alors là, c'était hyper vaste. J'avais pas été chercher très loin. Tout ce qui me plaît à ce moment-là, j'avais commencé la saga de Myrina Holmes, Danatrice, aux éditions Black King. C'est le tome 2. Alors, malheureusement, je crois que je ne vous ai pas présenté le tome 1 lors d'une vidéo, puisqu'en général, je vous fais beaucoup les vidéos à vie des challenges. Mais je lis d'autres choses à côté. À un moment donné viendra le tome 1, je pense que je ferai peut-être une vidéo spéciale Anatrice à nouveau, mais cette fois en donnant mes avis, parce que je sais qu'il y a plein de romans où la guilde aussi, je crois que en 2024, je l'avais fini la guilde, et je ne pense pas que je vous ai présenté tous les tomes de la guilde en vidéo non plus, mon avis. Ce tome 2, donc dans Myrina Holmes, on suit Myrina Holmes, qui est une jeune femme, on est dans un univers parallèle au nôtre, donc on est un peu dans la fantasy urbaine, fantastique urbaine, un monde parallèle au nôtre qui est le monde des démons.
D'ailleurs, ils ont un grand volcan dans leur monde, les démons. Et ces démons sont catégorisés en deux groupes. Vous avez les démons pêcheurs, avec les 7 péchés capitaux. Du coup, oui, les pêcheurs, les stuprènes, qui sont les démons de la luxure, les torpels, démons de la paresse, les enragelés, de la colère, les insatiaires, de l'envie, les vénades, avarice, les appétants, de la gourmandise, les arogèses, de l'orgueil. Et à l'opposé, vous avez les vertueux comme démons avec les équitales, les démons de la justice, les circonspects, les démons de la prudence, les modérants, de la tempérance, les vaillades, de la force d'âme, les piétants, de la foi, les fianelles, de l'espérance et les altruistes, de la charité. Et sur ce monde, eh bien, Myrrhina est une jeune femme dont ses parents étaient un démon vertueux et un démon pécheur, ce qui fait qu'elle-même a hérité de chacune de leurs parts. Elle a une caractéristique de chaque, ça en fait, je crois, une hybride, quelque chose comme ça. Et je crois qu'elle a la justice, donc les équitales, me semble-t-il, pour le côté vertueux. Et pour le pécheur, je sais que c'est la luxure, donc elle est stuprène. La luxure, c'est le sexe, tout ça. Myrrhina, d'ailleurs, adore ça. Encore une fois, c'est vraiment donatrice, beaucoup de spicy, je tiens à vous le préciser. Lecture adulte uniquement. Et si vous aimez ça, parce que sinon, voilà, ça sert à rien de lire un livre pour le descendre s'il y a trop de spicy, alors que l'autrice l'assume et le dit. Et Myri, donc, elle travaille en fait dans une section, elle est traqueuse en fait. Elle travaille dans un job. Je ne sais plus comment s'appelle le bureau, mais c'est un bureau qui s'occupe, il y a autant des démons pêcheurs que vertueux dedans, et ils s'occupent de faire régner l'ordre, que ce soit dans leur monde ou dans la partie humaine. Voilà, un démon fait des conneries du côté humain, tue des humains. Ils vont envoyer une équipe de traqueurs pour le traquer, et selon le besoin, l'amener pour l'interroger, ou s'il n'y a pas besoin, le tuer. Voilà, donc elle travaille là-dedans. C'est un bon poste et elle est hyper forte dans son travail. Et à côté de ça, le personnage masculin, c'est Kellen Wills, qui voulait devenir un peu le chef de leur gouvernement à quelque part. Et je ne vous dirai pas si ça réussit ou pas, mais Kellen, c'est aussi c'est un libre sang, c'est-à-dire que lui, il a les 7 péchés capitaux et un vertueux. Il a lui péchés capitaux et vertus en tout. Ça ne s'est jamais vu. Ça en fait un personnage assez unique. Vous imaginez, vous avez la luxure, vous avez la colère, vous avez l'avarice, enfin tous les péchés en une seule personne, plus je crois aussi la justice pour Kellen, il me semble. C'est ça, il me semble que c'est la justice pour son côté vertueux. Donc ça en fait un sacré personnage. Un personnage qui en a un petit peu rien à foutre de tout le monde. Alors c'est pas juste, il y a une ou deux personnes qui se soucient, mais il a un caractère bien trempé, un humour particulier à la Kellen, que moi j'aime bien. Myrrhina a aussi un fort tempérament, elle a son humour aussi. Et en fait, eh bien, dans le premier tome, Kellen sort avec sa sœur, Amiri, sa demi-sœur. Sauf que quand il va rencontrer Miri, Kellen se dit qu'il va se la faire, parce que même s'il est en couple, Kellen s'envoie en l'air avec d'autres femmes. Donc voilà, Miri sera son objectif. Et Miri, il y a deux soucis. Miri, c'est que par ses gènes de pécheresse stuprène, elle est attirée par lui, elle a envie de lui, mais en même temps, elle lutte parce que bah, c'est le mec de sa sœur. Et qu'en plus d'être le mec de sa sœur, Miri ne peut pas le saquer, parce qu'il y a aussi la télévision, hein, dans ce monde démoniaque, tout ça, et donc elle sait par la presse, les médias, qu'elle a déjà vu que c'était un gros connard arrogant, hein, on ne peut pas dire autrement, qu'elle ne supporte pas, à l'opposé d'elle, de ses valeurs, etc. Sauf que, bien sûr, enemies to lovers, vous imaginez bien. Et là, on est dans le tome 2. Dans ce tome 2, on va développer une histoire autour d'un virus qui va contaminer en plus la sœur de Miri, et elle va tout faire pour trouver un remède, aidée d'un médecin démoniaque bien sûr, hein, de leur monde, et elle va faire plein de découvertes suite à ce virus. Elle va, ouais, je peux pas trop vous en dire, mais elle va vraiment faire des découvertes vis-à-vis du virus, vis-à-vis de leur monde, vis-à-vis de sa famille.
on va dire ça comme ça, elle va faire des... Vraiment, Anna, encore une fois, m'a complètement scotché, m'a retourné le cerveau. Il y a des choses que je n'aurais pas vu venir, mais alors pas du tout. Et ce n'est pas qu'une romanticie. Bien sûr que c'est la part, je dirais que c'est du 50-50, parce que l'histoire est bien développée. Et même si Kellen est liée à l'histoire, Miri agit sans lui aussi de son côté. Il y a des moments où elle n'est pas avec lui. J'aime beaucoup, bien sûr, leur relation qui se développe au fil de ce tome 2. J'ai moins aimé un aspect qu'il y a au début du roman. Voilà, je comprends pourquoi c'est là, mais c'est le genre de choses que j'aime moins. Après, je ne veux pas vous spoiler du tout, donc je ne vous dirai pas. Mais ça concerne le personnage du médecin démoniaque. Voilà. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Cet aspect-là me plaisait moins. Heureusement, ça n'a pas duré sur tout le roman. Et alors la fin, mais la fin, j'étais sur le popotin, pour ne pas dire autre chose. C'était complètement fou. J'ai vraiment cru à certaines choses qui se passaient et tout. Et après, je me disais, mais non, c'est pas possible. Anna, elle n'a pas pu faire ça. Ce serait vraiment... Et il m'a fallu attendre le tome 3 pour être fixé. Donc, vous imaginez bien, c'est un coup de cœur, c'est du Anatrice, c'est du 20 sur 20. Au niveau de la plume, c'est toujours aussi fluide pour moi, c'est toujours aussi addictif, c'est une plume que j'adore. Ça se lit tout seul. Et je fais souvent durer les Anatrices en lisant que 1 ou 2 chapitres par soir pour que ça me dure longtemps. Et des fois, tout d'un coup, au bout d'un moment, sur la fin, en général, avec Anna, là, au contraire, je vais me dire, allez, je dévore 6 chapitres le dernier soir parce que je suis à fond dedans et qu'il se passe plein de choses. Mais vraiment, moi j'adore sa plume. Je trouve qu'encore une fois, il y a un world building intéressant autour des démons pêcheurs, des démons vertueux, avec chacun leur vertu, leur pêche. Voilà, c'est bien développé, le monde est bien développé, même les personnages secondaires ont leur part d'intrigue. Ils ne sont pas juste là, encore une fois, pour faire joli. C'est ce que je vous disais déjà l'autre jour dans la vidéo pour la guilde, dans la vidéo où je vous présentais un peu ces romans. Voilà, il y a toujours une personnalité propre à chaque personnage, avec du world building, avec une histoire du personnage, même pour les secondaires. Même la petite sœur ou la grande sœur de Miri est développée, ses parents sont développés, bref, on sent que c'est travaillé. C'est pas juste ça, bah là je vais lui mettre une demi-sœur, sa mère, voilà, le beau-père était machin, la mère était ci, euh, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Non, 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 chacun a sa propre petite intrigue qui rejoint celle de Miri et de Kellen. Leur tempérament, comme je vous ai dit, c'est vraiment un tempérament de feu, pour l'un comme l'autre. Non, franchement, moi je ne peux que vous conseiller les Anatrices. Le seul truc, c'est qu'en effet, il y a toujours du spicy. Moi j'adore ça. Plus il y en a, plus je suis contente. Mais je sais, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'Anatrice, encore récemment, elle a lu des avis où le livre était un peu descendu parce qu'il y a des spicy. Mais elle s'en cache pas, Anna, que c'est pour un public adulte ces romans et qu'il y aura toujours du spicy avec elle. Donc, à un moment donné, mettre une note sur Amazon Booknote ou ailleurs et en descendant d'un point ou deux, et ce qui fait chuter un peu la note sur le classement, parce qu'il y a trop spicy, mais vous le savez en fait. Et Anna le dit dans ses posts Instagram et tout. Je ne sais même pas s'il n'y a pas au début. Non, je ne pense pas qu'il doit y avoir au début. Mais voilà, après, quand on lit Anatrice, à un moment donné, on le sait, il y en aura. Donc après, si vous voulez continuer eh bien, à lire du Anna, soyez indulgents, vous savez qu'il y en aura, et arrêtez de noter vis-à-vis de ça. Parce qu'Anna en fera toujours. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est qu'elle fait un tout. Il y a tout qui est bien dosé. L'humour, comme je vous dis, dans cette saga, il y en a énormément, avec les deux personnages avec leur tempérament bien trempé. Le développement personnel des personnages, même secondaires, le world building, le spacey, le côté waouh, les retournements de situation. Voilà, ce sont des livres parfaits. Je vais peut-être arrêter de m'étendre, je pourrais vous parler des Anatrices pendant 20 heures. Donc voilà, Myrina Holmes, le tome 2. Je reste assez vague sur le côté du tome 2, mais voilà, j'ai bien aimé. L'intrigue du virus était intéressante. J'ai moins aimé un petit truc vis-à-vis du médecin, mais fort heureusement, ça se résout assez vite. Anatrice 20 sur 20 avec Myrina Holmes chez Black Ink Edition pour la sous-catégorie buffet à volonté, tout ce qui te plaît.
Parce que oui, forcément, c'était tout ce qui me plaisait. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu tortue de mer et crème solaire, c'est amour de vacances avec amitié, romance, rencontre. Et j'ai pris le mot-clé romance. J'ai pris Anatrice. Le prince charmant existe, il est italien et tu ragages chez Hugo en format poche, qui existe aussi chez Black Ink en grand format, en livre audio bien entendu. On peut aussi appeler cette duologie Robin et Valentin. C'est une duologie, là c'est le tome 1. Dans Robin et Valentin, on suit Robin. Robin, c'est une jeune femme, elle est maman d'une petite puce qui n'est pas très âgée d'ailleurs, 5 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Maman tatouée d'ailleurs, maladroite et avec un langage bien fleuri aussi. De toute façon, beaucoup d'héroïnes d'Anna ont un fort tempérament, beaucoup d'humour, ne se laissent pas marcher sur les pieds. Et là, c'est encore une fois avec Robin. Robin et Valentin, c'est un peu une duologie déjantée. Il faut le prendre comme ça. Vous aurez toujours du spicy, mais il y a des moments un peu déjantés. Déjà, le concept en lui-même du roman est déjanté, puisqu'en fait, on a en face Valentin. Valentin qui vient emménager dans l'immeuble d'en face, au même étage que celui de Robin et de sa fille. Donc, il y a du vis-à-vis entre les deux quand ils sont dans leur salon, etc., ou sur leur terrasse. Et en fait, Robin, elle va souvent dans l'immeuble d'en face aussi, parce qu'elle est amie avec une voisine d'un certain âge, une vieille mamie, mais une vieille mamie déjantée, elle aussi complètement décalée. Je crois qu'elle fume de la marijuana, des trucs comme ça de mémoire, elle est hyper déjantée. Et leur première rencontre officielle se fait dans l'ascenseur quand elle va chez cette mamie, et ils vont un peu se friter. Enfin, je sais que Robin, elle a, avec sa meilleure amie, elle juge les mecs. Elle donne des notations de 1 à 10 ou quelque chose comme ça, et elle leur donne un petit mot. Et je crois qu'elle qualifie d'étalons, enfin bref, étalons italiens, puisque Valentin est italien. Mais ouais, leur première rencontre se fait pas sans accroche en fait. Et elle va le trouver genre un peu, oh mais quel arrogant, il se prend pas pour de la etc. Lui, je crois qu'il l'a regardé, mais il a fait semblant de pas la regarder. Enfin bref, le fait est qu'après cette rencontre, il va s'installer un petit jeu de pique entre eux quand ils se rencontrent. Et un petit jeu, à un moment donné, il me semble qu'elle lui met un de ses boxers, il me semble que c'est un boxer, ou une de ses culottes, dans sa boîte aux lettres, mais elle a des têtes de mort dessus, ou je ne sais plus exactement ce que c'est, un truc spécial en fait. Elle lui met ça dans la boîte aux lettres, lui il le lui rend avec autre chose par derrière. Enfin bref, c'est que des petites crasses comme ça, mais ça donne le smile en fait. C'est, voilà, les romances déjantées de Hannah, elles donnent souvent le smile parce elles sont rigolotes, il y a plein de trucs rigolos comme ça. Mais en fait, Valentin, eh ben, c'est un tueur à gages en fait. Voilà, il emménage là parce qu'il a des missions dans la région. Il est tueur à gages, lui, il est sur le terrain et son cousin, lui, est à la technologie. Ordinateur, coup de téléphone, prendre les contrats, voilà. Et Valentin, c'est le terrain. Donc voilà, vous imaginez bien déjà une romance avec un tueur à gages. Bien sûr que Robin ne le découvre pas tout de suite, hein, c'est logique. Mais au fil de l'histoire, bah, ils évoluent. Voilà, leur petite pique, tout ça, ils vont finir par sortir ensemble, forcément. Et j'ai adoré une nouvelle fois cet écrit. Et comme souvent dans les Anatrices, mais c'est pas tout le temps le cas, il y a aussi des thématiques fortes. Là, une des thématiques, c'est que, voilà, elle dit bien, mon ex a failli me démolir et jamais plus je ne laisserai un homme me briser. Ma princesse et moi, c'est nous deux contre le reste du monde. Puisqu'en fait, son ex-mari, eh bien, sans entrer trop dans les détails, mais Robin l'a envoyé en prison. Voilà, c'était une victime de violence conjugale et le jour, je crois, où il lève la main sur sa petite puce, là, ça a été le déclic, là, ça a été le stop. Elle l'a envoyé en prison, il a fait ses années de prison, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu 5 ou 10 ans, et là, il en est sorti pour bonne conduite. Voilà, je ne vous dirai pas s'il revient réellement dans la vie de Robin, mais en tout cas, elle sait qu'il sort de prison. Et en même temps que cet événement, donc Valentin surgit. Valentin qui va lutter contre ses sentiments pour Robin parce qu'en tant que tueur à gages, il ne veut pas de relation sérieuse. Mais que ce soit Robin ou sa fille, puisqu'on a les thématiques donc de la maman célibataire avec une jeune enfant, indépendante, forte de caractère, on a eu le côté violence conjugale, et il y a encore d'autres thématiques abordées dans ce tome vis-à-vis de Robin que je ne vous donnerai pas parce que ça vous gâcherait un peu le plaisir de lecture.
pour la violence, ben, comme c'est écrit un peu dans le résumé, on se doute. Hein. Donc c'est pas vraiment un spoil pour moi. Mais voilà, plein de petites thématiques comme ça, touchantes, qui sont à réfléchir, à prendre au sérieux, parce que ben, malheureusement, ça arrive encore trop souvent. Donc, encore une fois, superbe à ce niveau-là. Les personnages sont superbement bien développés. Ils ont chacun des personnalités fortes. Comme je vous dis, Robin, alors elle, c'est le sunshine par excellence. Elle ne se laisse plus avoir par la vie, hein, depuis qu'elle a pris sur elle et d'aller faire mettre son ex en prison. Elle a ce caractère fort. Aucun homme n'aura plus le dessus sur elle. Elle s'occupe fort bien de sa petite puce. Elle a une meilleure amie. Elles sont déjantées toutes les deux. Valentin, lui, c'est un peu le grumpy. C'est tout à fait un grumpy sunshine, vous imaginez bien. Vous n'êtes pas tueur à gage en étant un sunshine. Hein. C'est pas souvent le cas. Et j'ai vraiment adoré. Il est magnifiquement bien écrit aussi, comme d'habitude avec la plume d'Anna. C'est superbement fluide. Leurs personnalités sont bien développées, leurs relations sont bien développées. Les amitiés qu'ils ont, bon bah, Valentin, il n'a pas beaucoup d'amitiés, mais les amitiés de Robin aussi. Bref, encore un superbe moment de lecture. Mais pour celui-là, comme je vous dis, c'est vraiment à prendre sur le côté déjanté. Parce que la mamie de 80 ans, à peu près, quelque chose comme ça, qui fume de la marijuana, qui a un langage de chartier, c'est pas souvent le cas. Mais ça fait du bien, ce genre de lecture, moi ça me fait du bien. Ça me met le smile la plupart du temps. Et du coup, bah, les romances, je les lis déjà très vite. Mais alors des romances comme celle-ci, quand c'est Anatrice, bon, ça se lit encore plus vite. Un petit bijou, un 20 sur 20, vous l'aurez donc compris, comme à chaque fois avec Anna. Je ne peux que vous le conseiller. Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages d'Anatrice, en format poche chez Hugo, grand format chez Black Ink. Pour la sous-catégorie amour de vacances, le mot-clé romance. Et là, on a déjà fini un menu. Le deuxième menu, c'était sac de rando et apéro. Avec en première sous-catégorie pansement pour ampoule. Soins, guérison, douceur, doudou. Alors, soins et guérison, je pense que ça rend tout à fait douceur et doudou. Pas vraiment, mais en même temps, oui. Enfin, moi, ça me fait du bien cette lecture, même si j'ai parfois pleuré. J'ai lu hors limite le tome 1, Fire and Ice de Rebecca Yarros, l'autrice donc de Four Wings. Chez Eden Edition, c'est une romance. Dans cette romance, on suit Amber. Amber qui est en études actuellement, loin de la maison, si je me souviens bien, pour ses études même. En tout cas, elle ne rentre pas tous les jours chez elle. Mais là, elle était pour les vacances, me semble-t-il, à la maison, ou pour l'anniversaire de son petit frère ou le sien. Lorsque, malheureusement, on vient sonner à la porte de leur maison, elle vit avec sa maman, son petit frère et sa petite sœur. Le petit frère, c'est le plus petit des 3 enfants. Et leur papa est médecin, mais il est médecin dans l'armée américaine. Et il est actuellement sur le terrain, dans un hôpital de l'armée, voilà, dans un pays en guerre. Et malheureusement, ce jour-là, il me semble que c'est 2 militaires, viennent apprendre le pire pour sa maman, sa sœur et son frère et elle. Leur papa a été tué. Il y a eu un raid et l'ennemi a visé l'hôpital militaire ou un hôpital du pays où ils étaient. Quoi qu'il en soit, normalement, ils ne sont pas censés viser les structures médicales. Là, ça a été le cas et leur papa est décédé. Donc, on a la thématique, c'est mis en avant dès le résumé, vous le savez, du deuil pour les familles de militaires. Et ça va être Amber, sa mère, elle va s'effondrer. C'est la fin. Pendant des semaines, de mémoire, c'est pendant des semaines, la mère de Amber n'est plus que le fantôme d'elle-même. Elle ne s'occupe plus de ses enfants. C'est à peine si elle s'occupe d'elle, je crois qu'elle se lave plus, elle mange à peine et tout. Leur grand-mère, qui est elle-même veuve militaire, à cause de la même chose, hein, mais des années plus tôt, va venir soutenir Amber pendant un certain nombre de jours, semaines. Mais au bout d'un moment, elle va aussi dire, moi j'ai ma vie dans cette autre ville où je vis, je dois repartir. Ta mère, il faut qu'elle essaye de reprendre pied. Mais Amber ne peut pas non plus abandonner sa mère, donc elle va mettre un petit peu ses études entre parenthèses pour s'occuper du foyer. Elle n'a pas trop le choix, c'est l'aîné des 3 enfants. Et en plus de ça, ça va mal se passer avec son petit copain et ils vont rompre pour certaines raisons.
tout arrive en même temps dans ce truc. Et là, elle va rencontrer Josh Walker. En fait, elle le connaissait de quand elle était à l'école dans cette ville, plus jeune, et c'était le bad boy du lycée. Mais il la faisait craquer. Et là, il refait irruption dans sa vie parce que lui, il est resté dans la région, comparé à elle, et qu'il est, il est le prof, le coach de hockey de son petit frère. Donc, elle va être amenée à le revoir souvent, parce qu'en plus, son petit frère ne jure que par son prof de hockey. Et quand, en plus, quand il va découvrir ce qui lui est arrivé, à elle et sa famille, en plus, il adore son petit frère, comment il s'appelle? Josh. Eh bien, il va commencer à soutenir Amber, à être un pilier. Parce qu'Amber, il faut bien que quelqu'un la soutienne, au-delà de la grand-mère qui est présente. Et c'est ça, voilà, c'est une très belle romance entre Josh et Amber sur, avec ce fond de deuil, sur comment faire son deuil dans une famille de militaires quand on nous arrache un membre de sa famille et trop tôt, dû à la guerre. Et c'était vraiment, c'était très beau. Je lui ai mis 18 ou 19. Non, je lui ai mis 19. C'est un mini coup de cœur. C'est pas un coup de cœur à 100%, mais c'est un petit coup de cœur. J'ai mis 19 sur 20. C'était magnifiquement bien écrit. J'ai trouvé les émotions magnifiquement retranscrites. J'ai vraiment... Il y a 2 ou 3 scènes qui m'ont mis les larmes aux yeux, le début, et ça commence pratiquement tout de suite, hein, que le papa est décédé, voilà, on vous met tout de suite dans le bain. Et aussi à la fin, il y a eu des moments très touchants avec les familles de militaires, une nouvelle fois les femmes de militaires, certaines émotions liées à ça. Je ne veux pas vous dire en quoi ça les concerne par contre, parce que je trouve que c'est bien de le découvrir soi-même. J'ai été touchée par la relation entre Ashton et Josh, pardon, et Amber. Josh qui va être là tout au long du roman pour soutenir Amber pratiquement. Mais Josh a lui-même ses propres secrets qui le lient un petit peu à Amber. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien amené. Et ouais, franchement, moi, je peux que vous le conseiller. C'est dur de ne pas trop vous en dire parce que je ne veux pas spoiler. Mais moi, j'ai trouvé très bien écrit. Il se lisait vraiment très rapidement. Il est très addictif, très touchant, très poignant. Ça permet de mieux comprendre la psychologie des gens qui vivent des deuils dans le côté militaire. Surtout que Rebecca Yarros, je crois que son mari est lui-même militaire. Donc, je pense qu'elle sait de quoi elle parle quand elle parle de ce genre de sujet et qu'elle s'est bien renseignée et ça se ressent. Donc voilà, Rebecca Yarros, Fire and Ice, c'est le tome 1 de la saga Hors Limite qu'il faudrait que je continue chez Eden Édition. J'ai mis un 19 sur 20 et ça c'était pour la catégorie pansement pour ampoule avec soins et guérison. C'est tout à fait le cas comme vous vous en doutez. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est Marcher des kilomètres avec Nature Challenge, livre de plus de 400 pages. Je crois que j'ai mis ce tome pour le livre de plus de 400 pages. Non, alors c'était pour Challenge. J'ai mis Ruine, le tome 1 d'Angel Arcane aux éditions Plume Blanche pour lesquelles j'ai mis 18 sur 20. Parce que j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Là, on est dans l'univers du porteur de mort, qui est aussi publié chez Plume Blanche. Je crois que Ruine, c'est une duologie qui se passe avant le porteur de mort. Vous n'êtes pas obligé de lire le porteur de mort avant de lire Ruine. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas encore le porteur de mort, mais j'ai eu 2 tomes de Ruine que j'ai eu dans les packs Plume Blanche. Mais le porteur de mort m'intéresse. Je préfère vous lire le résumé de Ruine parce que je ne m'en rappelle pas beaucoup. Et je vais être sincère avec vous, je ne me rappelle pas beaucoup de mon ressenti de lecture. La légende parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui ne pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Si les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention, la dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son Rosaire sur les terres de son ennemi, quitte à causer sang et chaos sur son passage afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui saura brandir l'épée. Alors ici, on est dans de la dark fantasy, high fantasy. C'est en collection Plume Noire chez Plume Blanche, ça veut dire public adulte. On est dans un univers, c'est l'univers du porteur de mort, qui est aussi de la dark fantasy. Donc on est dans un univers sombre, on est dans un univers développé au niveau des batailles, au niveau des scènes de violence, du sang. Alors je ne me rappelle plus s'il y a des scènes de sexe dans celui-là, je ne crois pas. Et je ne sais plus s'il y a... On me semble qu'il y a une touche de romance parce qu'on suit plusieurs points de vue
dans cette histoire. Ça, je m'en rappelle. On va suivre Auxerre de la Reine de Cœur, qui a envoyé son ennemi. Et on va suivre un groupe de gens qui sont poursuivis justement par le Auxerre. De mémoire, c'est ça. Mais on va aussi suivre d'autres personnages qui sont, je crois, dans le royaume de la Reine de Cœur, de Cairn, qui sont à la capitale, dans l'entourage qu'elle a. Il me semble qu'il y avait une romance entre deux personnages à ce niveau-là. Et j'ai bien aimé, hein, si j'ai mis 18 sur 20, c'est que j'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs assez flous. Et mon avis lecture est sur le téléphone et je suis en train de filmer avec. Donc voilà, parce que mon avis est fait puisque je l'avais rangé dans ma bibliothèque plume blanche. Mais c'est vrai que je n'ai pas gardé un souvenir très net de cette histoire. Voilà. Ce qui me fait un peu peur pour le tome 2 et ce qui me fait un peu peur pour le porteur de mort, même si après le porteur de mort, Marion dit bien, si on a aimé la Guilde des Ombres, les gens aiment le porteur de mort. Après, le porteur de mort est en 6 tomes, là c'est une duologie. Donc l'histoire racontée est beaucoup plus courte au niveau de la profondeur du récit, du world building peut-être. Et surtout, bien des bases ont été posées peut-être dans le porteur de mort, puisque ça se passe avant le porteur de mort. Je me rappelle, il y a aussi ce personnage, l'élu, qui saura brandir l'épée. Je me rappelle que c'est un univers assez sombre, qui a parfois du désespoir, il me semble, pour l'élu, qui devrait brandir l'épée. Je crois il y en a qui disent, ouais, celui-là, il n'y arrivera pas et tout, et qui, des fois, ils doutent de lui, d'autres gens qui essayent de l'encourager. Je me rappelle qu'il y a des complots et des trahisons. Je ne sais plus si c'est le Haut-Cerf ou si c'est quelqu'un d'autre qui a trahi son royaume. Je crois que c'est le Haut-Cerf. Il a trahi son royaume, l'autre royaume, pour devenir le Haut-Cerf de la reine Cairn, il me semble. Donc il y a aussi des aspects de complot politique là-dedans. Ça, je me rappelle qu'il y en avait. Ça reste un très bon moment de lecture. Attention, hein, j'avais beaucoup aimé. C'est juste que c'est assez flou. J'espère d'ailleurs que dans le tome 2, il y aura un petit résumé parce que après, des fois, quand je me replonge dans l'histoire, ça me revient. C'est très souvent le cas. Mais voilà, je ne pourrais pas vous donner à 100% les détails que je voudrais. Par contre, ça s'est lu assez vite. Je ne me rappelle plus pour la taille des chapitres. On va regarder ensemble. Oui, là, vous voyez, vous avez un chapitre qui fait 12 pages. Donc, ça se lit, voilà, les chapitres ne sont pas trop longs et ça, c'est un avantage. J'ai beaucoup aimé la plume d'Angel Arkin parce que c'est une découverte pour moi. J'avais encore jamais lu de ses romans. Je sais qu'elle fait aussi des romances sombres, des romances plus classiques, je crois. Oui, donc une bonne plume, un univers que j'ai trouvé sympathique, enfin sympathique dans le sens où il est bien développé, ça oui, sombre comme je vous dis, avec des scènes de bataille, de sang, de mort, des moments de doute, de psychologie du coup me semble-t-il, de politique, d'infiltration. Voilà, c'est grosso modo ce que je m'en rappelle, mais je ne pourrais plus vous dire le nom des personnages et le ressenti plus en profondeur parce que malheureusement, ça va moins marquer. Après, ça ne va pas m'empêcher de lire le tome 2, ni de lire Le Porteur de Mort, parce que 18 sur 20, ça reste une très bonne note. C'est juste que c'était, je l'ai lu il y a 2 ans pratiquement, donc... et comme je lis beaucoup, il y a parfois des romans qui me marquent moins, et dans ce cas-là, ma tête oublie un petit peu. Ce qui est, la plupart du temps, je me rappelle très bien mes ressentis, tout ça. Donc, de temps en temps, si on oublie, c'est pas la fin du monde. Ruine, le tome 1 d'Angel Arkin, chez les éditions Plume Blanche, pour la sous-catégorie marcher des kilomètres avec le côté challenge, tout simplement. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu sac de rando et apéro, c'était Histoire au coin du feu, avec un mot-clé thriller, horreur, frisson et peur. Et je m'étais mis One Dark Window de Rachel Gillig. En français, c'est Une fenêtre sur les ténèbres, le roi berger, le nom de la duologie. Mais je l'ai lu au mois de septembre, donc vous aurez l'avis dans une autre vidéo. Mais je peux... Oui, j'ai même pas mis du coup la note, comme j'ai juste mis une croix pour dire que je l'avais pas lu lors de cette challenge. Et ensuite, on passe au dernier menu qui est le musée et salon de thé. Avec en première sous-catégorie, on avait les vieilles pierres, romans historiques, personnes âgées, auteurs décédés. Ça rentrait pour auteurs décédés et romans historiques.
puisque j'avais mis Les 7 sœurs le tome 4, mais là aussi, je l'ai lu au mois de septembre. Donc, il ne rentrera pas dans le challenge, c'est pour ça que je l'ai échoué. Ensuite, on avait en sous-catégorie art moderne, dernier entrée dans la palle. Donc, j'avais vraiment pris le dernier roman entré dans la palle à ce moment-là. C'était Divine Rivals, le tome 2 de Rebecca Ross, cette fois. Donc, l'édition Fairyloot que je m'étais acheté. Et je vous le ferai dans le challenge de Nina Été glacé, qui devrait être la prochaine vidéo de avis lecture, bilan lecture. Parce que je voulais qu'il n'y en ait que 6 dans celle-ci. Et en plus, je crois que je ne vous ai pas présenté Divine Rivals, le tome 1. Donc voilà. La dernière sous-catégorie de ce menu musée et salon de thé et de ce challenge, c'était heure du goûter, thé ou matcha. Avec un mot-clé cosy, Asie, Angleterre, cuisine. Et j'ai mis le mot Asie et cosy, parce que je trouve que c'est toujours cosy ces lectures. J'ai mis un beau livre du Héron d'argent, conte japonais de Vanessa Calico et Shiitake. Regardez comme il est beau. Et là, c'est un 20 sur 20, je crois. 19. C'est pas mon favori du Héron d'argent, mais c'est un très beau livre. Encore une fois, je vais vous montrer un petit peu des planches d'illustration par Shiitake. Magnifique. Vous avez des pages comme ça, avec de très beaux dessins, sans forcément que ce soit des illustrations. Des doubles pages aussi d'illustrations. Je vais essayer de vous en trouver une. Regarde, c'est pas une double page, mais regardez comme elle est belle cette illustration. Et là, du coup, on est dans les contes japonais. Voilà, c'est quelque chose que je connais beaucoup moins, les contes japonais. Tout ce qui est Asie. Alors maintenant, depuis le temps, c'est une culture que j'aime bien lire. J'aime bien lire des fantasy fantastiques asiatiques. Par contre, comme je connais très peu la culture, c'est vrai que je ne sais jamais si c'est japonais, si c'est chinois, si c'est thaïlandais, d'autres choses, vous voyez. Là, je juge très mal, je ne peux pas donner des détails. Bon, là, au moins, on sait que c'est des contes japonais. Donc, c'est le même concept qu'avec les contes merveilleux, aussi illustrés par Shiitake. Je crois que c'est aussi Vanessa Calico au texte. C'est le même concept. On prend des contes, mais là, qui sont du Japon, que moi, du coup, je ne connaissais pas, alors que dans les contes merveilleux, je les connaissais. Il y a des contes de Grimm, de Perrault, tout ça, que je connaissais quand même. Donc, on reprend le conte que Vanessa nous écrit, ou une version du conte qui existe. Et on nous met de très belles illustrations à chaque fois par Shiitake, qui est, je crois, asiatique. Regardez comme il est beau. Donc, ça a été une totale découverte. De mémoire, il y a peut-être un ou deux contes qui m'étaient familiers, mais alors je ne saurais plus vous dire lesquels, ou alors des personnages ou des moments de l'histoire du conte qui me sont familiers, parce que comme je vous dis, j'ai lu Les 6 couronnes écarlates, la fille de la déesse de la lune, il y en a d'autres. Là, ils ne me reviennent pas, mais les plus marquants, c'est ceux-là. Ou alors, Mulan, le Twist and Tell de Mulan, qui se passe au royaume des morts asiatique, un peu la version des enfers de Hadès, mais en version asiatique. Donc, c'est des noms de personnages parfois, ou des petits moments d'histoire de ces livres que j'ai pu lire, et d'autres que, comme je vous dis, dont je ne me rappelle plus, mais qui sont inspirés d'Asie, où là, je me dis, ah oui, ça, je l'avais vu dans tel roman. Donc, l'autrice s'est inspirée d'un conte japonais existant. Voilà, ou conte d'Asie de manière générale. Parce que je crois que des fois, c'est des contes japonais, mais qui sont aussi pour la Chine. Il me semble qu'il y a, voilà. Après, il y a des fois des différences de culture, mais il y a des fois des choses où on les retrouve d'un pays à l'autre. La mythologie asiatique, je crois qu'elle est dans les deux pays, que ce soit la Chine, le Japon. Il me semble qu'ils ont les mêmes dieux ou quelque chose comme ça. Mais très beau, très intéressant encore une fois. Les beaux livres, je ne peux pas vous en parler pendant 4 heures, disons. Voilà. Mais là, c'était une belle découverte et toujours un très très bon moment. C'est juste que je lui ai mis 19 sur 20 parce qu'honnêtement, même s'il est cosy, doudou et que j'ai adoré, très beau, c'est pas mon Héron d'argent préféré au niveau des beaux livres. C'est les animaux fantastiques, c'est les contes de l'hiver, justement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit point en dessous. Mais ça reste des livres magnifiques que je vous conseille. Et en plus, certains de ces livres, comme les contes merveilleux, les contes japonais,
peuvent être lus pour des enfants de 10-11 ans. Je dis 10-11 ans parce qu'il faut quand même... les contes, il y a souvent des sous-entendus, il y a souvent des doubles significations ou des trucs cachés, vous voyez, et un jeune enfant ne les comprendra pas. Et des fois, les contes ne finissent pas bien. Genre les contes de Grimm, ça finit rarement très bien. Et je crois que là, c'est pareil, il y a certains contes japonais qui se finissaient pas forcément très bien non plus. Donc, on ne fait pas lire ça à un enfant de 5 ans pour le traumatiser, je sais pas moi, quel conte de Grimm finit mal, mais voilà. Je sais par exemple dans les contes qu'il y a celui de La Belle au bois dormant, ça c'est assez connu maintenant qu'en fait le conte originel est très sombre. En fait, le prince, oui, le baiser l'a fait sortir de son... Je crois elle tombe enceinte du prince pendant qu'elle est endormie ou quelque chose comme ça. Il y a un truc très sombre, mais je ne me rappelle plus comment ça va. C'était assez... Voilà, quand j'ai découvert la véritable version, on est loin du conte de Disney. Et voilà, mais moi je vous les conseille vivement. C'est des livres un peu chers, ils sont 30 €. Mais vraiment, la qualité, surtout avec les illustrations de Shiitake dans ce genre-là, moi j'ai jamais été déçue des livres du Héron d'Argent. Donc 19/20, les contes japonais par Shiitake au dessin, Vanessa Calico pour les textes. Vanessa Calico qui est aussi la fondatrice, directrice de la maison d'édition du Héron d'Argent. Et donc là c'était pour la sous-catégorie heure du goûter. Thé ou matcha, Cozy Asie. C'est les deux mots-clés qui rentraient à mes yeux. Et voilà pour cet avis lecture bilan de challenge avec 6 livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous avez lu certains de ces livres, si vous font envie, si vous ne savez pas quoi mettre comme d'habitude, un petit emoji et le petit pouce, ça soutient la chaîne. De partager la vidéo si le cœur vous en dit, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!